Alors, bonjour à tous, merci Monsieur le Président de me donner la parole. D'abord, je tiens à remercier les amis de l'Association marocaine de biosécurité d'avoir bien voulu m'inviter à participer à ces journées pour nous entretenir d'un problème qui est émergent et dont on parle depuis plusieurs années, c'est la biosécurité et la biossûreté. Alors, nous travaillons au niveau de l'hôpital militaire, au niveau du laboratoire L3. Je vais cet après-midi vous entretenir du rôle de ce laboratoire dans la problématique du diagnostic des infections émergentes. C'est un laboratoire qui a été mis en place en 2004 suite aux menaces successives liées au SRAS et au charbon. Et les principales missions scientifiques de ce laboratoire concernent les infections émergentes et réémergentes. Et il est composé de deux principales unités, cela vous a été décrit il y a quelques instants, d'une unité de confinement de niveau 3 et d'une unité de biologie moléculaire. Alors c'est un laboratoire qui appartient tout d'abord au réseau national de surveillance et du diagnostic des agents du risque biologique et également des infections émergentes et réémergentes. Alors, dans ce réseau, vous avez donc le laboratoire L3 de l'hôpital militaire de Rabat, le laboratoire L3 du 5e hôpital militaire de Guelmim, le laboratoire L3 du laboratoire de recherche et d'analyse médicale de la gendarmerie royale, le laboratoire L3 de l'Institut Pasteur de Casablanca et le laboratoire L3 de la Société biologique et vétérinaire de Biopharma. Voilà, c'était juste pour vous situer un peu le cadre de notre laboratoire parmi les autres. Alors, comment se présente ce laboratoire? C'est un laboratoire, comme je vous l'ai dit, une zone de confinement qui est en dépression par rapport à l'environnement, donc qui est à moins 60 Pascal. L'accès à ce laboratoire M3 se fait par deux sas, comme cela vous a été présenté il y a quelques instants. Et à l'extérieur de ce laboratoire, nous avons aménagé un espace pour pouvoir faire de la biologie moléculaire. Bon, comme vous le savez, pour la biologie moléculaire, il faut une salle de préparation du mix, une salle de mélange réactionnel, mais aussi une salle d'amplification et de révélation. Alors l'ensemble de ce laboratoire est géré par un système automatisé donc de gestion des paramètres physico-chimiques, incluant les pressions et les températures. Cela vous a été expliqué un instant, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Alors, comment ce laboratoire fonctionne? Nous sommes donc un laboratoire L3 positionné au niveau de l'hôpital militaire et donc devant toute une menace biologique de type épidémique ou pandémique, nous sommes informés à travers notre inspection du service santé par cette menace et donc ça nous permet de nous organiser. Ces alertes épidémiques peuvent survenir aussi bien au niveau d'unités militaires, donc dans les différentes zones du royaume, et ce qui nous permet donc de préparer ce plan de riposte. Ce laboratoire travaille naturellement en collaboration avec ses partenaires nationaux. Alors, les ressources humaines, bon, il y a un enseignant de microbiologie, un médecin, un pharmacien PhD, un vétérinaire. Il était pour nous important d'avoir un vétérinaire puisque la problématique des infections émergentes, c'est souvent des anthropozoonoses. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Deux scientifiques PhD, deux techniciens de laboratoire et deux personnels d'administration. Alors, juste une vue d'ensemble de ce laboratoire. Ici, vous avez le laboratoire donc, qui est confiné, il est à moins 60 Pascal. Et comme cela vous a été dit, ici vous avez une zone de passe-plat pour y faire passer des échantillons pour analyse. Un exemple de post-sécurité microbiologique, une boîte à gants et une autoclave à double entrée pour l'autoclave donc des déchets contaminés, pour l'autoclavage des déchets contaminés. À côté de ce laboratoire, vous avez un ensemble d'équipements utiles pour le diagnostic, en particulier moléculaire, mais on ne fait pas que ça, on fait également le diagnostic phénotypique. Vous avez des systèmes de PCR en temps réel, PCR classique, un microscope à luminofluorescence et un système
de pôle sud, donc l'électrophorèse en champ pulsé qui permet de faire du typage épidémiologique en cas d'épidémie. Là encore, vous avez une vue sur les hôtes pour PCR, centrifugeuses réfrigérées et le microscope en phase inversée pour les cultures cellulaires. Alors, quelles sont les principales missions? Les principales missions sont d'abord la réponse aux agents de risque biologique, qu'ils soient accidentels ou intentionnels, en particulier dans la problématique de l'anthrax et de la peste, comme cela a été dit ce matin. La participation au réseau de surveillance nationale pour ces infections émergentes, comme la grippe H5N1, la pandémie liée au virus de 2009, le West Nile virus et la problématique de la multirésistance des bactéries aux antibiotiques. Quels sont les projets en cours de développement dans ce laboratoire? C'est toute la problématique liée à la séroprévalence des infections arbovirales dans la population marocaine, en particulier pour les virus West Nile. Et du fait de nos compétences, nous nous sommes attachés à développer tout ce qui est caractérisation moléculaire de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Je vous en parlerai tout à l'heure. À côté de cela, nous menons d'autres activités, en particulier le développement d'outils moléculaires pour le diagnostic, collaboration avec des équipes de biosécurité et de biosûreté, en particulier avec l'Association marocaine de biosécurité, la collaboration avec des laboratoires nationaux et internationaux concernant quelques projets, et enfin, un laboratoire qui travaille, c'est un laboratoire qui produit, donc qui publie, et donc nous participons régulièrement à des conférences ou à des congrès pour les communications, et également des publications. Alors, quels sont les résultats de nos principaux travaux qui ont été publiés? C'est en particulier pour l'infection au virus influenza H1N1 de 2009. Nous avons exploité toutes nos données au niveau de l'hôpital, donc on recevait à l'époque de la pandémie aussi bien des patients civils que militaires, et à l'issue de cette épidémie, nous avons exploité toutes ces données sous forme de publications que vous pouvez trouver sur Eurosurveillance. Et voilà, donc c'est pandémique influenza, sélection de l'hôpital militaire, donc vous pouvez en ligne. Donc pendant cette période, nous avions diagnostiqué 240 cas sur à peu près 600 patients, 600 patients qui arrivaient à l'hôpital pour un syndrome respiratoire évoquant la nouvelle grippe, et le diagnostic a été réalisé par RT-PCR en temps réel. La moyenne d'âge était de 23 ans. Et alors, au niveau des signes cliniques, nous avions essentiellement la toux et la fièvre. Donc, ce sont des choses que l'on trouve également pour toutes les autres grippes saisonnières. Et donc, cette particularité de cette grippe, c'était essentiellement, je dirais, sa virulence chez des populations à risque, comme les patients obèses ou les femmes enceintes. Nous avons reporté 5% de diarrhée ou de vomissement lors de cette étude, et aucun cas qui a été diagnostiqué à l'hôpital n'a présenté de complications et aucun décès n'a été répertorié. Alors, au niveau du diagnostic, naturellement, s'agissant d'un agent émergent, les échantillons étaient prélevés et adressés au laboratoire L3 de l'hôpital dans un triple emballage de sécurité conformément aux recommandations internationales. L'ARN était extrait selon des techniques que tous les scientifiques connaissent, de façon alternée, soit par l'équipe de Piaget ou de Roche, et la technique utilisée était la one-step RT-PCR, développée par Roche 2 mois après l'apparition de l'épidémie. Voici un exemple de PCR en temps réel que nous avons pu obtenir au laboratoire. Vous avez un exemple ici pour des contrôles positifs pour le gène N2, contrôle positif pour le gène H1 variant. Et ça, c'est des échantillons positifs qui vous montrent donc la positivité des tests, et les témoins négatifs qui sont bien négatifs, c'est des éléments qui nous permettaient donc de valider nos résultats.
les résultats des échantillons étaient lus à 530 nanomètres, donc je rentre dans quelques détails techniques qui vous intéressent, et pour s'assurer de la bonne exécution du prélèvement, nous faisions une co-amplification d'un gène cellulaire pour s'assurer que dans le prélèvement, il n'y avait pas d'inhibiteur de la PCR. Et donc, cet aspect-là était lu à 560 nanomètres. Donc là, c'est les résultats. Globalement, nous avons eu 40% de positivité. Vous retrouverez tout ça sur le net si ça vous intéresse. Alors, à la suite de cette épidémie, nous nous sommes posés légitimement la question. Quand on décide de mettre en place un laboratoire niveau 3, c'est naturellement pour être, je dirais, opérationnel face à un agent émergent. Enfin, je dirais, la menace biologique n'est pas routinière. Donc, il a fallu s'intéresser au développement de l'activité dans ce laboratoire. Et nous nous sommes posé la question par rapport aux arbovirus dans le Maghreb, à la problématique du West Nile, puisque ce virus a entraîné des épizooties équines, respectivement en 1996, 2003 et 2010. En gros, on peut dire que le cycle d'apparition de ces épizooties est tous les 7 ans. C'est une observation qui a été faite par nos collègues vétérinaires. Et naturellement, comme nous travaillons chez l'homme et chez les échantillons humains, on s'est posé la question, est-ce que ce virus circule au Maroc? Alors, pour répondre à cette question, nous avons décidé de mener une enquête de séroprévalence, puisque c'est un virus de niveau 3, donc il était justifié de pouvoir utiliser le laboratoire de niveau 3 pour pouvoir faire cette enquête. Alors, juste pour rappeler brièvement, chez l'homme, le virus West Nile entraîne essentiellement des formes asymptomatiques et les formes, je dirais classiques, c'est surtout des formes pseudo-grippales, et dans les formes un peu plus compliquées, qui constituent moins de 1% des cas, c'est les formes neurologiques qui peuvent conduire à des tableaux d'encéphalite et de paralysie. Alors chez l'homme, parce que le réservoir c'est un oiseau, les oiseaux sont un réservoir amplificateur, l'infection est souvent asymptomatique, et chez les chevaux, dans 5 à 10% des cas, il y a des formes fatales nerveuses. Donc voici le résultat de notre enquête que nous avons publié dans Emerging Infectious Disease. C'est la mise en évidence pour la première fois au Maroc de la circulation du virus West Nile. Alors, qu'est-ce que cette enquête a permis de révéler? Elle a permis de révéler les éléments suivants. Et ça, je vous l'ai dit. Voilà, donc nous avons travaillé sur à peu près 500 échantillons. Les échantillons étaient originaires de Meknès, de Rabat et de Kénitra. 150 sérums étaient colligés à Meknès, 200 à Rabat et 149 à Kénitra. L'objectif est de pouvoir comparer les niveaux de séroprévalence sur l'Atlantique, c'est-à-dire l'aire de répartition du vecteur, et aussi à l'intérieur des terres. Et donc notre travail a permis de conclure à la chose suivante. Nous avons trouvé un taux de séroprévalence de 12%, ce qui n'est pas rien. Je vous laisse réfléchir au sujet, parce qu'il n'y a pas uniquement que le West Nile qui pourrait faire l'objet de travaux scientifiques. Un pourcentage de 12%, avec une aire avec une prévalence plus importante, autour de 19% à Kénitra. Donc c'est vraiment là où l'épidémie et l'épizootie est la plus forte. 12% à Rabat et 4,7% à Meknès. Donc ça conforte bien l'idée que le vecteur circule de façon active sur l'Atlantique et qu'on trouve des différences notables de séroprévalence entre les prélèvements qu'on a pu récupérer, sur l'aire de répartition du vecteur, contrairement à ceux de Meknès. Donc voici un travail qui a pu être mené sur une période de 6 mois en collaboration avec le laboratoire Biopharma. Je le dis, je le répète et je le remercie s'il y a des membres de Biopharma parmi nous, car ils ont pu nous fournir la souche, cette souche qui était isolée chez les chevaux et que nous avons utilisée pour les sérums humains. Et la technique qui a été utilisée pour démontrer cette séroprévalence, c'est la technique de référence qui est la technique de séroneutralisation. À titre d'information, les techniques ELISA qui sont mises sur le commerce
pour étudier ce type de virus, en général, manque de sensibilité, de spécificité. C'est pourquoi nous avons voulu travailler avec la technique de séroneutralisation et que notre article a pu être accepté dans cette revue indexée. Alors, à côté du West Nile, il y a également des infections émergentes. Des infections émergentes, comme vous le disiez il y a l'instant, en particulier la problématique des résistances bactériennes aux antibiotiques, qui constitue un problème de santé publique dans notre pays. Et comme nous avons une unité de biologie moléculaire et que nous sommes microbiologistes, naturellement on s'est orienté sur le sujet. Et comme vous le savez, depuis 2 bonnes décennies, les bêta-lactamases à spectre étendu et à peu près une dizaine d'années, les carbapénémases font l'actualité de toutes les publications scientifiques qui traitent le sujet. Et à titre d'information, les carbapénèmes sont des molécules très actives qui sont administrées en cas de multirésistance. Et nous constatons parmi les entérobactéries des souches qui présentent des résistances au carbapénème. Ça signifie que même cette dernière ligne thérapeutique est plus efficace. Donc c'est des sujets très sérieux. Alors au niveau des BLSE, nous nous sommes intéressés au CDXM. Et CDXM, si vous rentrez, vous faites un peu une revue de la littérature, vous constaterez qu'on parle de CDXM bêta-lactamase pandémique. Nous sommes effectivement à l'ère de l'antibiorésistance dans une phase de pandémie concernant ces CDXM. Et donc nous travaillons sur ce sujet au laboratoire. Et pour vous illustrer, je dirais, la problématique de ce sujet, vous voyez ici un peu tous les travaux qui ont été faits dans le monde et qui prouvent que les CDXM qui appartiennent à des groupes phylogénétiques différents se retrouvent un peu dans le monde entier avec une CDXM prédominante qui est la CDXM15, vous la voyez ici, et que l'on retrouve également au Maroc. Pour les carbapénémases, je vais peut-être passer les détails. Il y a des carbapénémases de classe A, B et D. Alors, quelles sont celles qui nous intéressent dans notre pays? Il y a les OXA 48, que l'on trouve dans tout le pourtour méditerranéen. Et au niveau des carbapénémases de classe B, on trouve également les NDM1 qui ont été décrites au Maroc. Rappelez-vous, il y a une année et demie, il y a eu une épidémie de NDM1 qui est partie d'Asie du Sud-Est et qui est passée en Europe. Et nous avons trouvé que de façon endémique circulent des souches porteuses de ce gène NDM1. Les KPC, qui sont des carbapénémases de classe A, n'ont pas encore été décrites au Maroc, alors que les KPC sont endémiques aux États-Unis. Alors, au niveau de la distribution de ce type de, de carbapénémase, toutes les souches sont concernées, en particulier Klebsiella et Escherichia coli. Donc ça, c'est la NDM1 dont je vous parlais. Elle a été décrite au Maroc dernièrement et a fait, vous voyez ici, des métallo-bêta-lactamases, les NDM1, que l'on retrouve, vous voyez, partant d'Asie du Sud-Est de l'Inde jusqu'en Europe, et on en a trouvé dernièrement au Maroc. Ces bactéries multirésistantes, il n'est pas inintéressant de mener des enquêtes sur la prévalence du portage digestif, parce qu'en général, ces BNR, on les retrouve au niveau digestif, et donc nous travaillons actuellement sur le portage digestif de ces BNR, et quand il y a eu cette épidémie de NDM1 en Inde, il y a une équipe pakistanaise qui a travaillé sur le portage digestif fécal des NDM1, et tenez-vous bien, les auteurs rapportent une prévalence fécale de 18%. Ça veut dire au sein de la communauté. Eh bien, au sein de la communauté, c'est quelque chose qui est énorme et qui constitue un réservoir de bactéries. Alors, au Maroc, et en collaboration avec M. Nordman, les NDM1 ont été décrites. Elles ont concerné 12,5% des souches qui étaient suspectes, et donc c'est essentiellement les souches de Klebsiella pneumoniae. Et fait intéressant, c'est que ces NDM1 qui posent un problème, je dirais, dans le monde, en tout cas, elles étaient porteuses de CDXM15. Elles étaient à la fois porteuses du BLSE, du type CDXM15, et elles portaient également le gène de résistance au carbapénème, ce qui accentue le problème. Alors, tout à l'heure, j'entendais des outils
moléculaires, les outils moléculaires sont intéressants. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voyez ce qui s'est passé en Inde, il a été démontré, en Inde en particulier, que les deux gènes NDM1 et CDX15 étaient portés sur deux plasmides différents. Alors que les études moléculaires marocaines ont démontré que le même plasmide était porteur à la fois du CDX15 et du NDM1. Alors vous allez me dire d'un point de vue impact thérapeutique,